Je m'appelle Hélène Lambert. J'ai 68 ans. Je suis une bibliothécaire de lycée à la retraite qui a cru un jour que ma vie tranquille au bord de la mer serait le dernier chapitre de paix que j'avais mis tant d'efforts à mériter. Je gardais mes routines comme des livres précieux sur une étagère, le thé du matin dans ma théière en argent, les promenades dans le jardin que Daniel et moi avions planté ensemble, les soirées avec ma lampe de lecture éclairant de vieilles photographies. Ce n'était pas une vie de paillettes, mais c'était la mienne. Et puis, il y a une semaine, le mari de ma fille m'a mise à la porte de ma propre maison. Il y a installé ses parents à ma place. Le lendemain même, ils ont organisé une fête dans mon salon, sous mon toit, comme si mon histoire et mes souvenirs avaient été emballés et expédiés avec moi. Ce soir, je me tiens à nouveau dans cette même pièce. Mais je ne suis pas seule. Je franchis le seuil avec Julia Chevalier à mes côtés. C'est une femme au début de la soixantaine, élégante dans une robe bleu marine, ses yeux balayant la pièce avec une confiance calme qui déstabilise ceux qui la remarquent. Dans sa main, une pochette en cuir, soignée. À l'intérieur, les papiers de transfert signés pour la maison. Marc, mon gendre, s'arrête en plein service, le vin rouge tremblant au bord de la bouteille. Son visage se vide, de toutes couleurs au moment où il me voit. Léa, ma fille, se fige dans l'embrasure de la porte de la cuisine, un torchon en lin toujours serré dans sa main. Autour d'eux, les invités dans leurs plus beaux habits tiennent leur verre à mi-chemin de leurs lèvres, sentant le poids soudain qui s'est installé dans l'air. Je fais quelques pas assurés en avant. Mes talons cliquent doucement sur le parquet que Daniel a posé lui-même, il y a 25 ans. Ness, je m'arrête à côté de la table de la salle à manger, dressée pour une célébration. Des assiettes en porcelaine, des bougies, des centres de table floraux qui ne sentent en rien les roses de mon jardin. Du creux de mon bras, je dépose ma théière en argent en plein centre de la table. La lumière des bougies se reflète sur sa surface, projetant un éclat si vif qu'il fait tressaillir Marc. « Voici », dis-je, ma voix se propageant clairement à travers la pièce. « Julia Chevalier, la nouvelle propriétaire de cette maison. » La bouche de Marc s'ouvre, mais aucun son n'en sort. Les invités regardent alternativement lui et Julia, la confusion s'insinuant dans leurs expressions. Julia s'avance, sa voix chaude mais ferme. La vente a été finalisée ce matin. Madame Lambert conservait la pleine propriété du bien. Elle a choisi de me le vendre. Les yeux de Léa se tournent vers les miens, écarquillés d'incrédulité et d'utilité, comme si elle venait seulement de réaliser que sous ma tranquille soumission, j'avais gardé en main toutes les cartes maîtresses. Vous avez 30 jours pour déménager. J'ajoute, je n'élève pas la voix, je n'en ai pas besoin. Le silence qui nous entoure fait que chaque syllabe atterrit, comme une pierre jetée dans l'eau. Dans un coin, les parents de Marc, qui ont emménagé il y a moins d'une semaine, se tiennent raides et pâles. Je reconnais le léger resserrement de leurs mâchoires, le malaise de réaliser qu'ils ont été invités dans la maison de quelqu'un, d'autres sous de faux prétextes. Marc trouve enfin sa voix. « Tu ne peux pas simplement... »« Je le peux, » dis-je simplement, et je laisse le silence finir la phrase pour moi. Ce silence est plus lourd que des cris. Il attire tous les regards dans la pièce, rétrécit l'espace entre nous jusqu'à ce qu'il détourne le regard le premier. Je tourne, les yeux vers la théière en argent sur la table, c'est la même que Daniel polissait chaque dimanche matin, celle dans laquelle j'ai versé du thé pour les anniversaires de mariage et d'innombrables après-midi tranquilles. Elle a vu plus de vérité que la plupart des gens dans cette pièce. Je la reprends et la berce dans mes bras.
Je vais prendre ça, dis-je à personne en particulier. Sa place est là où elle sera utilisée, pas exposée comme un trophée. Julia m'adresse le plus, léger des hochements de tête. Nous ne nous attardons pas, nous n'expliquons rien. Nous repartons par la même porte par laquelle nous sommes entrés. Nos pas lents, laissant derrière nous une pièce remplie de visages figés et de vins non touchés. Alors que l'air frais de la nuit frappe ma peau, je respire profondément et calmement. Mon cœur ne bat pas là. Chamade, il est stable comme la marée contre le rivage. Il y a une semaine, il croyait pouvoir m'effacer de ma propre vie. Ce soir, je leur ai rappelé qu'il est impossible de m'effacer. Et alors que la portière de la voiture de Julia se ferme à côté de moi, je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est seulement ici que je commence à vous raconter comment tout est arrivé. Parce qu'il y a une semaine, par un matin ordinaire, tout ce que je croyais sûr m'a été enlevé. Le matin où c'est arrivé était frais et calme. Le genre de matin qui pour moi signifiait autrefois la sécurité. J'étais dans la cuisine, la théière en argent chauffant sur la cuisinière, le léger parfum d'Earl Grey flottant dans l'air. Daniel disait toujours que le thé sentait la maison. Même maintenant, 8 ans après sa mort, je maintenais ce rituel. Le jardin était silencieux, derrière la fenêtre. Les roses commençaient tout juste à s'ouvrir. Leurs boutons serrés, promettant des couleurs éclatantes. J'étais en train de préparer ma tasse quand j'ai entendu les pneus sur l'allée de gravier. Pas le facteur, pas Evelyne de la paroisse. Le son était trop lourd, trop brusque. Le SUV de Marc s'est arrêté dehors, sa peinture sombre captant la pâle lumière du matin. Il est sorti le premier, grand, les épaules larges, sa chemise rentrée dans son pantalon comme pour un rendez-vous d'affaires. Léa a suivi un instant plus tard, tenant son sac à main comme un bouclier. Aucun d'eux ne souriait. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. « Vous êtes matinaux », dis-je. Ma voix était calme, le genre de voix qu'on utilise avec des inconnus à l'épicerie. Marc n'a pas perdu de temps. Il faut qu'on parle, dit-il, regardant par-dessus mon épaule à l'intérieur de la maison. Léa évitait mon regard. Je me suis écartée et ils sont entrés. Marc se tenait au milieu du salon, on sans prendre la peine d'enlever ses chaussures. Mes parents ont vendu leur maison, commença-t-il. Ils vont s'installer ici pour un moment. Les mots se sont déposés dans l'air, comme de la poussière, après un effondrement. Ici, ai-je répété, bien que j'ai parfaitement compris. Oui, c'est juste. Logique, continua Marc. L'étage a beaucoup d'espace. Ils ont besoin d'un endroit stable, là. Temps de trouver autre chose. J'ai attendu que Léa dise quelque chose pour adoucir le coup, pour me rappeler que c'était toujours ma maison. Elle n'a rien dit. Elle regardait ses mains à la place. La voix de Marc était mesurée, comme s'il expliquait un arrangement commercial. Ce sera plus facile pour tout le monde si tu peux trouver un autre endroit pour quelque temps, quelques mois tout au plus. Un autre endroit, pas ici, pas dans la maison, pour laquelle Daniel et moi avions économisé, que nous avions rénové, ovée de nos propres mains, remplie de souvenirs de l'éducation de notre unique enfant. Je n'ai pas demandé pourquoi ses parents ne pouvaient pas louer un appartement. Je n'ai pas demandé pourquoi. Ma fille ne m'en avait pas parlé d'abord. À ce moment-là, les questions auraient été des pierres jetées dans un puits profond, jamais entendues à nouveau. À la place, j'ai hoché la tête une fois. Je vais préparer quelques affaires. Les épaules de Marc se sont détendues, comme si le soulagement était la seule courtoisie qu'il me devait. Merci, Hélène. Ce sera pour le mieux. Le mieux? Pour qui me suis-je demandé? Mais je l'ai gardé pour moi. Je suis
monter dans la chambre que Daniel et moi avions partagée. La lumière du matin caressait le couvre-lit, celui que ma mère avait cousu l'année de notre mariage. Je l'ai retiré du lit et l'ai plié soigneusement. Du tiroir supérieur de la commode, j'ai ri l'écharpe en soie que Daniel m'avait rapportée de Boston, qui sentait encore faiblement le cèdre de l'armoire. Sur la table de chevet se trouvait notre album de mariage, sa couverture en cuir usé et douce. Je l'ai glissé dans mon sac sans l'ouvrir. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être revécues tout de suite. Dans le coin de la pièce, sur la table basse près de la fenêtre, se trouvait la théière en argent. Je l'ai soulevée doucement, sentant son poids familier. Mon reflet me fixait dans sa courbe. Une femme plus âgée qu'elle ne l'imaginait, mais plus stable qu'elle ne l'avait jamais été. En bas, Léa était dans la cuisine, le dos tourné. Elle faisait semblant d'étudier l'étagère à épices. « Maman !» commença-t-elle, mais sa voix vacilla. « C'est bon !» dis-je avant qu'elle ne puisse arranger les mots en quelque chose de moins dur. « Tu as ta vie, j'ai la mienne. » Elle s'est alors tournée, ses yeux cherchant quelque chose sur mon visage. De la colère peut-être, mais je n'en avais pas à lui donner. Pas encore. Seulement un vide. Marc était près de la porte, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. « Tu as besoin d'aide pour mettre tes affaires dans ta voiture ?» demanda-t-il. « Non, dis-je. Je sais ce qu'il faut prendre. » Il m'a fallu moins de 10 minutes pour rassembler le reste. Une petite boîte de tasses en porcelaine de ma mère, mon gilet en laine pour les soirées fraîches, une photo encadrée du jardin en pleine floraison. J'ai laissé le reste derrière moi. Quand je suis sortie, l'air sentait le sel de la mer, un vent poussant les nuages vers l'horizon. J'ai placé le sac et la boîte dans le coffre de ma vieille berline, puis j'ai posé la théière sur le siège passager à côté de moi. En fermant la portière, j'ai levé les yeux vers la maison. Les rideaux en dentelle, et fenêtres de devant bougeaient légèrement dans la brise, comme une main qui me disait « Au revoir ». Je n'ai pas fait de signe en retour. Je suis partie, laissant derrière moi le bruit du gravier crissant sous mes pneus. Un son qui scellait la fin d'un chapitre de ma vie. Je ne savais pas encore que ce n'était pas une fin, mais une déclaration de guerre silencieuse. L'appartement se trouvait au 3e étage d'un immeuble en briques rouges. Une de ces constructions d'après-guerre qui manquaient cruellement d'âme et de chaleur. Les escaliers craquaient sous mes pieds tandis que je montais, chaque marche m'éloignant un peu plus de la vie que j'avais connue. À l'intérieur, une odeur tenace de peinture fraîche et quelque chose de métallique flottait dans l'air, se mêlant à une senteur indéfinissable de renfermé, de vie passée. C'était l'antithèse absolue de ma maison, où l'air sentait le bois ciré, les livres anciens et les roses du jardin de Daniel. Les murs étaient nus, d'un blanc clinique, qui semblait absorber la lumière au lieu de la réfléchir. La moquette était fine et rêche sous mes chaussures. Il y avait une seule fenêtre dans le salon, le genre qui coince quand on essaie de l'ouvrir. J'ai posé mon sac par terre, le son résonnant dans l'espace vide. C'était silencieux, trop silencieux. À la maison, même quand personne ne parlait, il y avait le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge murale que Daniel avait acheté dans un marché aux puces, le faible bruissement des feuilles du jardin. Ici, le silence était creux, pas réconfortant. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai tiré sur la corde pour remonter le store. La vue n'avait rien à voir avec celle que j'avais laissée derrière moi. Au lieu des roses et de la courbe de notre sentier en pierre, il y avait une ruelle bordée de poubelles, cabossée, un escalier de secours en zigzag descendant le long du mur d'en face. Un chat
a sauté sur un couvercle, sa queue fouettant l'air, comme s'il était le propriétaire des lieux. J'ai détourné le regard. La petite cuisine n'était guère plus qu'un comptoir et un évier. J'ai ouvert le robinet. L'eau est sortie dans un flot trouble avant de s'éclaircir. Sur le comptoir, j'ai posé la théière en argent. Elle semblait déplacée ici, sa surface polie captant la faible lumière de l'après-midi. Pendant un instant, je l'ai juste regardée fixement. Ma main s'est tendue d'elle-même, effleurant l'anse. Et soudain, j'étais de retour dans le jardin. Des années auparavant. Daniel était agenouillé à côté des rosiers, portant cette casquette de baseball, délavée par le soleil avec le bord effiloché. « Tu dois leur parler », avait-il dit, en arrosant la terre. Les roses, c'est savent quand on leur prête attention. J'avais ri alors, appuyé sur la clôture. « Et que dis-tu à une rose ?»« Cela dépend », avait-il répondu, en se relevant avec cette grâce, lente et facile qui lui était propre. Parfois, je leur dis qu'elles ont l'air en pleine forme. Parfois, je leur dis simplement merci. Le souvenir était si clair que je pouvais presque sentir la terre et entendre le doux sifflement de l'arrosoir. Je l'ai chassé et j'ai déballé le reste de mes affaires. Le couvre-lit est allé sur le lit. Un lit qui semblait trop ferme, trop étrange. L'écharpe est restée dans le tiroir du haut. L'album de mariage. Je l'ai laissé dans mon sac. Je n'étais pas encore prête pour son poids. Le soir venu, la lumière extérieure a viré à ce bleu sombre qui précède la nuit. J'ai fait bouillir de l'eau, je l'ai versée dans la théière et je me suis assise à la petite table de la cuisine avec ma tasse. Le thé n'avait pas le même goût. C'était peut-être l'eau. C'était peut-être le son manquant de la chaise de Daniel raclant le sol. Le téléphone sur le comptoir a vibré. Le nom d'Evelyne a illuminé l'écran. « Hélène !» dit-elle quand j'ai répondu, sa voix portant la chaleur de quelqu'un qui a connu toutes vos saisons. J'ai eu des nouvelles de Carole. « Est-ce vrai ? Tu as quitté la maison ?»« Oui, » dis-je. J'ai déménagé. Pour un moment, il y a eu une pause. Tu veux me raconter ce qui s'est passé ? J'ai regardé la théière, la vapeur s'enroulant vers le haut, comme une question à laquelle je ne savais pas comment répondre. Marc et Léa ont pensé qu'il valait mieux que je leur laisse de la place, pour ses parents. Evelyne ne s'est pas précipitée pour combler le silence. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle le laissait s'étirer jusqu'à ce qu'il ressemble à un choix, pas à une absence. « Eh bien, dit-elle, le finalement. Alors peut-être qu'il est temps que tu te donnes de l'espace à toi aussi. » Les mots se sont installés en moi différemment de ceux de Marc. Les siens étaient une porte qui se fermait. Les siens étaient une fenêtre qui s'ouvrait, juste une fente. Nous avons parlé un peu plus longtemps du nouveau travail de sa fille, de la vague de froid qui arrivait la semaine suivante. Des choses ordinaires. Mais quand j'ai raccroché, l'appartement ne semblait plus aussi vide. J'ai rincé ma tasse, je l'ai posée à l'envers pour qu'elle sèche et je suis restée un moment dans la cuisine. La théière en argent brillait doucement dans la pénombre. Elle était toujours là. Moi aussi. Je me suis dit que demain, j'achèterais une plante, quelque chose de vert pour me tenir compagnie. Peut-être pas des roses. Elles avaient besoin de plus de soleil que cet endroit ne pouvait en offrir. Mais quelque chose et de vivant. Quelque chose à qui je pourrais parler. Le lendemain matin, je fus réveillée par le bourdonnement de mon téléphone sur le comptoir. Le soleil n'était pas encore complètement levé. La lumière qui filtrait à travers les stores était mince et grise. Une lumière de début de journée, sans promesse. Je me suis frotté les yeux. J'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine et j'ai répondu sans regarder l'écran. « Hélène, c'est moi !» La voix d'Evelyne est arrivée
vive mais chaleureuse, comme celle de quelqu'un qui a déjà bu son café. « Tu es réveillé ?»« Je le suis maintenant, » dis-je, en resserrant mon gilet autour de moi. « Tout va bien ?» Il y eut une pause, le genre de pause qui vous dit que la réponse est non. « Je suis passée en voiture devant ton ancienne rue hier soir. » Elle commença. « Hélène, ta maison était illuminée comme pour le 14 juillet. Des voitures, garées le long du trottoir, de la musique s'échappant des fenêtres. Et ce n'était pas une musique de voisinage tranquille. C'était, elle hésita, une véritable fête. J'ai senti quelque chose en moi bouger comme une assiette glissant sur une étagère. Une fête, ai-je répété, comme si le mot pouvait avoir une signification différente dans sa bouche. Oui, des gens que je ne reconnaissais pas qui entraient et sortaient, et la voiture de Marc était garée devant. Celle de Léa aussi. Je me suis dirigée vers la petite table de la cuisine et je me suis assise. Mes mains étaient froides, même enroulées autour du mug chaud que j'avais rempli. Plus tôt, ils ne m'ont rien mentionné, dis-je doucement. Evelyne expira brusquement. Bien, sûr que non. Et ce n'est pas tout. Tu te souviens des rançons à 2 rues d'ici? J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Eh bien, la sœur de Suzanne travaille au service du cadastre. Elle a mentionné, de manière officieuse, qu'il y a eu du mouvement sur le dossier de ta propriété, une demande d'information. Quelqu'un a examiné le titre de propriété et l'acte. Les mots ont atterri plus lourdement que je ne l'aurais cru. L'acte? Oui, je ne dis pas que quelque chose s'est déjà passé. Mais Hélène, pourquoi vérifierait-il ces papiers s'ils ne prévoyaient pas quelque chose? J'ai pensé à la théière en argent posée, sur le comptoir, unique survivante de mon ancienne cuisine. J'ai imaginé des étrangers se promenant dans ma maison, comme on le fait lors d'une visite libre, touchant les murs, jetant un coup d'œil dans les placards, alors que mes affaires étaient encore là. Le couvre-lit, le sécateur à rose que Daniel avait laissé accroché dans la cabane. C'est peut-être rien, dis-je bien que ma voix manque de conviction. Peut-être, répéta Evelyne, mais son ton me disait qu'elle n'y croyait pas non plus. Tu sais, la maison est à ton nom seul, n'est-ce pas? Daniel s'en était assuré. Tu as les papiers avec toi? J'ai hésité. Ils sont dans le coffre-fort à la banque. Je ne les ai pas regardés depuis des années. Eh bien, dit-elle, peut-être qu'il est temps que tu le fasses. Nous sommes restées silencieuses un moment, un silence lourd, mais pas inconfortable. Puis elle ajouta, « Hélène, je n'aime pas la tournure que ça prend. Ils te mettent dehors pour ses parents. Le lendemain, il y a une fête, et maintenant de la paperasse. Si j'étais toi, je serais prudente, très prudente. » Je l'ai remerciée, et j'ai raccroché. Mais la conversation est restée avec moi comme une pierre dans ma poche. J'ai essayé de vaquer à mes occupations, de laver l'unique assiette que j'avais utilisée pour le petit déjeuner, de plier mon pull sur le dossier de la chaise, mais mon esprit revenait sans cesse aux mêmes questions. Quel genre de fête? Qui était là? Et pourquoi maintenant? Dans l'après-midi, je me suis retrouvée à marcher en direction de la banque. L'air était vif. Le genre d'air qui vous réveille que vous le vouliez ou non. À l'intérieur, la banque sentait légèrement le bois poli et le papier. L'employé m'a reconnue et m'a conduite dans la petite pièce privée où se trouvait le coffre-fort. Je l'ai posé sur la table, le métal froid contre mes paumes. La clé a tourné avec un déclic et le couvercle s'est soulevé facilement. À l'intérieur, bien rangé, se trouvaient les documents que Daniel et moi avions conservés au fil des ans. Papier d'assurance, son certificat de démobilisation de l'armée, l'acte de propriété de la maison. Je l'ai sorti, le papier épais et lisse sous mes doigts. Mon nom était là, clair
et sans équivoque. Hélène Lambert, seule propriétaire. Mais dans le coin inférieur droit, j'ai remarqué quelque chose dont je ne me souvenais pas. Une petite note de l'écriture de Daniel. Il avait écrit au crayon. Ne laisse jamais cela partir sans un choix. Le tien. J'ai tracé les lettres avec mon doigt, une chaleur montant dans ma poitrine, malgré le nœud froid dans mon estomac. Daniel avait toujours une longueur d'avance. Quand j'ai quitté la banque, la rue à l'extérieur semblait différente, plus nette. Si Marc et Léa préparaient quelque chose, ils allaient apprendre que j'avais encore des choix. Ce soir-là, j'ai rappelé Evelyne. J'ai l'acte de propriété, lui dis-je, et je crois que je sais quoi faire. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois. Je connaissais sa réputation. Depuis des années, il s'était occupé de la succession d'un ami, le genre de notaire qui ne perdait ni son temps, ni ses mots. Evelyne m'avait dit qu'il était discret, ce qui comptait plus que je ne voulais l'admettre. Son étude se trouvait au 2e étage d'un vieil immeuble en pierre de taille du centre-ville. Le genre avec des fenêtres étroites et une légère odeur de cire pour meubles qui flottait dans l'air. Je suis arrivée en avance, serrant l'enveloppe Kraft, qui contenait mon titre de propriété, la note que Daniel avait laissée, et quelques autres papiers qui pourraient être pertinents. La secrétaire, une femme aux cheveux argentés et aux yeux vifs, m'a conduite dans une petite salle de conférence. Un homme de haute taille, en costume sombre, est entré quelques instants plus tard, tendant la main. « Madame Lambert, dit-il, sa voix posée et calme. Je suis Maître Dubois. Evelyne m'a dit que vous pourriez passer. » Je lui ai serré la main et me suis assise en face de lui, posant l'enveloppe sur la table. Je dois savoir exactement où j'en suis. Comment ça, et il a écouté sans m'interrompre pendant que je lui racontais l'histoire de Marc et Léa, l'expulsion pour ses parents, la fête et l'allusion à quelqu'un qui se renseignait sur les registres de propriété. Quand j'ai eu fini, il a pris l'enveloppe. Voyons cela. Il a lu l'acte de propriété attentivement, tournant chaque page avec une patience méthodique. À un moment donné, il a hoché la tête, pour lui-même. « Oui, le voici. Pleine propriété à votre nom. Pas de co-indivisaire. Pas d'hypothèque enregistrée. Cette maison est entièrement à vous. Et si je voulais la vendre, demandai-je ma voix égale. Vous avez tout à fait le droit légal de le faire sans le consentement de quiconque. Vous pourriez la mettre en vente demain, si vous le souhaitiez. » Quelque chose en moi s'est détendu à ces mots. Ce n'était pas de la joie, exactement, mais le soulagement de savoir que le sol sous mes pieds était toujours solide. Maître Dubois se pencha légèrement en arrière. Si quelqu'un s'est renseigné sur le dossier de la propriété, cela pourrait signifier qu'il cherche un moyen de pression pour vous convaincre de signer. Quelque chose, peut-être une donation, mais ils ne peuvent pas la prendre sans votre signature, Hélène, et vous n'êtes nullement obligé de la donner. J'ai pensé au sourire, soigneusement poli de Léa, à la façon dont elle ne croisait jamais tout à fait mon regard quand elle voulait quelque chose. J'ai pensé à Marc, se tenant silencieux à côté d'elle, pendant que je faisais mes cartons. « Je ne veux pas attendre qu'ils viennent à moi, » dis-je. Finalement, Maître Dubois m'a étudié un instant. « Alors n'attendez pas. Avez-vous un plan ? » ?»« Pas encore, » admis-je. « Mais je veux m'assurer que tout ce que je fais est irréprochable, sans failles par lesquelles il pourrait se faufiler. » Il a hoché la tête lentement. « Si vous deviez vendre, il vous faudrait un acheteur prêt à agir rapidement. Paiement comptant de préférence. Et nous déposerions l'acte de vente avant qu'ils aient le temps de réagir. Cela mettrait fin à toute discussion sur la propriété. » L'idée s'est installée dans mon esprit comme une graine trouvant un sol fertile. Pas de la vengeance exactement, juste la réappropriation de ce que Daniel m'avait laissé.
Maître Dubois a tapoté l'acte de propriété avec un doigt. « Hélène, je peux préparer les documents préliminaires pour que lorsque vous trouverez un acheteur, nous puissions agir en 24 heures, sans délai. J'apprécierais cela, dis-je, sentant la première étincelle de contrôle depuis des jours. » Il a souri faiblement. « Une dernière chose, gardez cela confidentiel. Moins ils en sauront, mieux ce sera. » Quand j'ai quitté son étude, l'air d'automne semblait plus vif, presque revigorant. J'ai longé le fleuriste que Daniel et moi avions l'habitude de visiter, celui où il m'avait acheté un petit rosier pour notre anniversaire. Dans la vitrine, un bouquet de fleurs d'un rouge profond a attiré mon attention. Elles m'ont rappelé que la beauté pouvait encore exister dans des espaces hostiles. Le temps de rentrer, à mon appartement, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas supplier Marc, je n'allais pas exiger de réponse de Léa. Je les laisserais organiser leur fête, remplir ma maison, d'étrangers et de rire qui n'y avait pas leur place, parce que j'avais quelque chose de mieux en tête. Ce soir-là, j'ai sorti mon vieux carnet d'adresses en cuir. Maître Dubois avait pas dit que j'aurais besoin d'un acheteur prêt à agir vite. J'ai feuilleté les pages usées, jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. Julia Chevalier, la cousine d'Evelyne, une femme qui, aux X dernières nouvelles, cherchait une maison de caractère dans notre région. J'ai tracé son numéro du bout de mon doigt avant de prendre le téléphone. « Julia, c'est Hélène Lambert. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Sa voix s'est immédiatement réchauffée. « Hélène, cela fait des années. De quoi s'agit-il ? » « C'est à propos de ma maison, dis-je. Et je pense que le moment pourrait être parfait pour nous deux. » En parlant, j'ai réalisé que je ne pensais plus à ce que j'avais perdu il y a 2 jours. Je pensais à ce que j'avais encore et à la manière dont j'allais décider de son avenir, selon mes propres termes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le radiateur sifflait dans le coin du petit appartement, mais la pièce semblait toujours plus froide qu'elle n'aurait dû. Je me suis assise près de la fenêtre, berçant une tasse de camomille, et j'ai laissé mon esprit dériver vers une époque où la vie était différente. Daniel et moi avions acheté le terrain il y a 32 ans. Une parcelle d'herbe envahie par la végétation avec un vieux chêne penché, comme s'il avait des secrets à garder. Ce n'était pas grand-chose à voir, mais Daniel voyait plus que moi au début. Il avait une façon de pointer un espace vide et de le décrire si vivement que je pouvais presque voir les murs, les fenêtres, la vie que nous y aurions. Nous avions passé ce premier été à défricher et à marquer l'emplacement des fondations. Daniel s'occupait des gros travaux, mais il insistait pour que je choisisse les fenêtres, les luminaires, même la hauteur des comptoirs de cuisine. « Il faut que ça te ressemble », disait-il, en enlevant la sciure de ses cheveux. Le jour où la charpente a été montée, nous nous sommes tenus au milieu, juste des poutres et le ciel ouvert, et Daniel m'a serré dans ses bras. « Un jet, Our, a-t-il chuchoté. Nous remplirons cet endroit de famille. » Dans mon esprit, je peux encore entendre l'écho de ses bottes sur le sol brut, l'odeur du pain frais, la façon dont la lumière du soleil traversait les chevrons ouverts. J'ai cligné des yeux et le souvenir a changé. Le même salon, notre salon, avait maintenant des voix différentes. Le rire de Léa résonnait, aigu et trop fort. Le bruit des verres qui trinquent. La musique montait juste assez pour rendre la conversation difficile. La table en chêne que Daniel avait fabriquée de ses propres mains était couverte de décorations de fête. La porcelaine de ma mère était sur le buffet, non pas dans l'arrangement soigné que j'avais conservé pendant des décennies, mais éparpillée parmi des gobelets en plastique et des serviettes en papier. J'ai pensé au jardin que Daniel avait tant aimé. Nous avions planté des rosiers le long de la clôture, d'un rouge cramoisi,
profond, d'un rose pâle, et un unique rosier jaune, juste parce que j'aimais la couleur. Chaque printemps, il les taillait avec une patience qui me faisait sourire. Maintenant, à travers la photo prise par le téléphone d'un voisin qu'Evelyne m'avait montré, je voyais des chaises de jardin installées là où se trouvaient les rosiers, leurs fleurs piétinaient dans la terre. Les images s'en mêlaient dans mon esprit, le passé et le présent, jusqu'à ce qu'il soit presque insupportable de les séparer. Un instant, j'étais de retour dans la cuisine avec Daniel en train d'étaler de la pâte pour des brioches à la cannelle, pendant qu'il faisait semblant de ne pas en voler des morceaux. L'instant d'après, je regardais des étrangers danser dans cette même cuisine, marchant là où ils se tenaient autrefois. J'ai posé la tasse de thé, mes mains se resserrant sur le bras du fauteuil. Les jets, en se pensant que le deuil est une douleur aiguë, mais parfois c'est le poids sourd qui vous écrase. Perdre Daniel avait été une blessure nette. Ce que Marc et Léa faisaient maintenant, cela ressemblait à du sel frotté, lentement, délibérément, dans la plaie. Je me suis levée et je suis allée à la petite commode, dans le coin. Du tiroir du haut, j'ai sorti le service à thé en argent que Daniel m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. Je l'avais emporté avec moi en quittant la maison, l'une des rares choses que je ne pouvais pas supporter de laisser derrière moi. La théière était encore chaude dans mon souvenir de la dernière fois qu'il m'avait servi, souriant, par-dessus le bord de sa tasse. J'ai poli la surface avec le bord d'un chiffon en coton, regardant mon reflet se brouiller et redevenir net. C'était plus que de l'argent et de la porcelaine. C'était l'encre d'une vie que nous avions construite ensemble, une vie que je n'allais pas laisser être réécrite par la cupidité ou l'insouciance de quelqu'un d'autre. Au fil de la nuit, la ligne entre le souvenir et la résolution s'est durcie. Je pouvais presque entendre à nouveau la voix de Daniel, basse et certaine. « Tiens bon, Hélène, tu sais ce qui est juste. » Au moment où la première lueur du matin s'est infiltrée par la fenêtre, je savais que je ne pouvais pas rester assise ici à me souvenir. Je devais agir, non par dépit, mais par respect, pour lui, pour nous, pour les années que nous avions investies dans cette maison. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au numéro de Julia. Si elle aimait la maison, ne serait-ce que la moitié de ce que je l'aimais, je savais qu'elle verrait ce que je voyais, l'histoire dans ses murs, la promesse dans ses pièces. Et peut-être, juste peut-être, elle serait celle et qui m'aiderait à maintenir cette promesse en vie, même si cela signifiait lâcher. Price, maître Dubois m'a appelé le lendemain matin. Sa voix, toujours égale, portait une note de tranquille assurance. « Hélène, je pourrais avoir quelqu'un pour vous. Elle s'appelle Julia, chevalier. Elle ne cherche pas n'importe quelle maison. Elle cherche un foyer. » La façon dont il a dit cela m'a fait me redresser un peu. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près du palais de justice. Julia est arrivée à l'heure, se glissant sur la banquette en face de moi avec un sourire chaleureux qui atteignait ses yeux. Elle avait la fin de la quarantaine, les cheveux attachés souplement en arrière, un carnet en cuir usé sous le bras. Maître Dubois m'a parlé de la maison. Commença-t-elle, son ton respectueux, comme si elle sentait déjà que ce n'était pas seulement un bien immobilier pour moi. Il a dit que vous et votre mari l'aviez construite vous-même. J'ai hoché la tête, mes doigts se crispant autour de ma tasse de thé. Chaque recoin, dis-je, des roses dans le jardin aux poutres du grenier. Ses yeux se sont illuminés. Les roses. C'est ce qui a attiré mon attention en premier. Je suis passée en voiture une fois, il y a des années. Même au début du printemps, on pouvait voir qu'elles étaient entretenues avec amour. J'ai toujours pensé qu'un jardin en dit plus sur une maison que les murs.
Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à cela. Mon mari pensait la même chose. Il disait qu'un jardin était la preuve que l'on croyait en l'avenir. Julia s'est penchée légèrement en avant. Je ne suis pas pressée de tout vider ou de tout changer. Je cherche un endroit avec une histoire. Quelque chose dont je peux faire partie. Pas effacé. J'ai déjà fait cette erreur. J'ai étudié son visage. Il n'y avait pas de baratin commercial, pas d'empressement hâtif à conclure une affaire, juste une sincérité tranquille, du genre qui semblait rare de nos jours. Elle a ouvert son carnet, tournant à une page où un croquis approximatif de la maison côtoyait des notes d'une écriture soignée. J'aimerais garder le jardin tel quel. Peut-être ajouter un banc près du rosier jaune, si cela ne vous dérange pas. Je l'ai imaginé immédiatement, quelqu'un d'autre s'occupant de ces roses. Non pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'il le voulait. « Aimeriez-vous voir la maison ?» demandai-je, me surprenant de la facilité avec laquelle les mots sont venus. Son sourire s'est élargi. J'en serais honoré. Nous avons convenu de nous rencontrer plus tard dans l'après-midi, à un moment où je savais que Marc et Léa seraient sortis. Mon cœur battait un peu plus vite alors que nous nous engagions dans l'allée. La pelouse de devant avait l'air la même que toujours, depuis la rue, mais je savais que l'intérieur portait les marques de leur présence. Des changements que je ne voulais pas que Julia voie tout de suite. Pourtant, alors que nous parcourions les pièces, le regard de Julia s'est adouci, non pas sur les meubles ou la décoration, mais sur la structure même de la maison. Elle a passé ses doigts le long de la rampe que Daniel avait poncée pour la rendre lisse, s'est arrêtée dans la cuisine, où la lumière du matin tombait juste comme il fallait, et est sortie dans le jardin, comme si elle avait attendu ce moment. Elle s'est accroupie à côté du rosier jaune, touchant doucement l'une des fleurs. « Celui-ci est mon préféré, » dit-elle, sa voix presque un murmure. Il a l'air plein d'espoir. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. C'était exactement le mot que Daniel avait utilisé des années auparavant quand il l'avait planté pour moi. Julia s'est relevée, s'époussetant les mains. Je peux voir la vie qui a été ici. Je ne veux pas enlever ça. Si j'achetais cette maison, Hélène, j'en prendrais soin comme si elle avait toujours été la vôtre. L'air entre nous semblait différent alors. Moins comme une transaction et plus comme un accord entre deux personnes qui comprenaient le poids de la mémoire. J'ai verrouillé la porte du jardin derrière nous, sentant le clic solide du loquet. Maître Dubois s'occupera de la paperasse, dis-je doucement. Mais je pense que vous pourriez être la bonne. Personne. Ses yeux se sont adoucis. Merci de me faire confiance. En la regardant s'éloigner, en voiture, le jardin se balançant doucement dans la brise de l'après-midi, j'ai réalisé que, pour la première fois depuis des semaines, l'oppression dans ma poitrine s'était relâchée. Il ne s'agissait pas seulement d'un récupérer mon espace. Il s'agissait de s'assurer que le travail de Daniel et mes souvenirs survivraient entre de bonnes mains. Et peut-être, juste peut-être, il s'agissait pour moi de lâcher prise, selon mes propres termes. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le bureau feutré de Maître Dubois. Les stores étaient à moitié baissés contre la lumière de l'après-midi, et la faible odeur de tsusototu, vieux papier et de livres reliés en cuir nous enveloppait. Maître Dubois était assis derrière son bureau, les doigts joints, nous observant toutes les deux avec le genre de patience qui ne vient qu'avec des décennies de pratique du droit. Julia a posé son carnet sur la table, ouvert à une page blanche. « J'ai réfléchi à la manière de vous faciliter les choses, » dit-elle, et de manière discrète. J'ai jeté un regard à Maître Dubois. Discrétion est le mot-clé ici. Il a hoché la tête, légalement. « Hélène, la maison est toujours à votre nom.
Vous avez pleine autorité pour vendre. Mais si vous ne voulez pas déclencher de problème, avant d'être prête, nous pouvons structurer l'accord d'une manière qui soit silencieuse. » Julia a sorti un stylo de son sac. « Voici mon idée. Je verserai un acompte immédiatement, assez important pour garantir la vente, mais assez petit pour ne pas nécessiter un enregistrement public. Immédiat. Cela vous donne le temps de retirer vos objets personnels, les affaires de votre mari et tout ce que vous voulez conserver. » L'idée m'a enveloppée comme une couverture, chaude, et ils ne verront aucun document de transfert avant que nous soyons prêts à l'enregistrer. Maître Dubois a terminé, ce qui pourrait être après, disons, 30 jours. Le regard de Julia était constant. « Je veux que vous ayez le temps de parcourir votre maison, selon vos propres termes, pas sous leur surveillance. » J'ai senti ma gorge se nouer. Pendant des semaines, chaque action que j'entreprenais dans cette maison avait été mesurée, observée, subtilement jugée. La pensée de pouvoir à nouveau bouger librement, même pour une courte période, me semblait être de l'air après la noyade. Maître Dubois a fait glisser un projet d'accord sur le bureau. Clause 1. Hélène conserve la jouissance des lieux jusqu'à ce qu'elle ait retiré tous les biens personnels qu'elle souhaite conserver. Clause 2. Julia verse un acompte immédiat de... Il a fait une pause, la regardant. Elle a nommé un chiffre, sans hésitation. C'était généreux, plus que suffisant pour couvrir toutes les dépenses que je pourrais avoir entre-temps. J'ai hésité. C'est trop pour un acompte. Julia a secoué la tête. C'est le bon montant pour la tranquillité d'esprit. Nous avons toutes les deux signé. Maître Dubois a huté son seau avec une pression nette, puis s'est adossé à son fauteuil. Une fois que vous aurez ce dont vous avez besoin, Hélène, faites-le-moi savoir. Nous fixerons la date de la signature définitive. En attendant, personne en dehors de cette pièce n'a besoin d'être au courant. L'après-midi suivant, je suis allée à la maison quand je savais que Marc et Léa n'y étaient pas. Mes mains ne tremblaient pas en déverrouillant la porte. Le salon sentait légèrement le nettoyant aux agrumes que Léa affectionnait. Trop vif, trop stérile. Je suis allée directement au vaisselier dans le coin, l'ouvrant pour révéler le service à thé en mine machatotama, argent que Daniel m'avait offert pour notre 10e anniversaire. Le plateau gravé portait encore la minuscule éraflure de la fois où il avait laissé tomber son bouton de manchette dessus. Un par un, j'ai enveloppé les pièces dans un tissu doux et les ai placées dans la boîte que Julia m'avait donnée. Dans la chambre, j'ai pris la photo encadrée de Daniel, debout devant la roseraie, la lumière du soleil accrochant les bords de ses cheveux. Je l'ai glissée dans mon sac avec le journal qu'il avait tenu la première année où nous avions construit la maison. Chaque objet que je touchais était choisi délibérément, non pour sa valeur, mais pour sa signification. Le temps que je verrouille la porte derrière moi, le soleil était bas et le jardin était baigné d'or. Je me suis arrêtée, ma main posée sur le portail. Bientôt, cet endroit ne serait plus le mien, mais il serait en sécurité. Ce soir-là, Julia a appelé. L'acompte a été versé, dit-elle. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. J'ai expiré lentement. Merci, Julia. Vous ne savez pas à quel point cela compte. Sa voix s'est adoucie. Je pense que si nous n'avons pas parlé de Marc ou de Léa, nous n'en avons pas, besoin. L'accord était plus que légal. C'était un pacte entre deux femmes qui comprenaient la valeur de tenir bon sans élever la voix. En raccrochant, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis qu'il m'avait dit de partir, je ne restais pas éveillée à me demander comment survivre au lendemain. J'avais déjà un plan, et cette fois,
Il ne le verrait pas venir. L'appel d'Evelyne est arrivé 2 matins plus tard. Ils ont envoyé des invitations. A-t-elle chuchoté, comme si les murs de sa propre cuisine pouvaient avoir des oreilles. Marc et Léa organisent une fête de bienvenue pour ses parents chez toi. J'ai remué lentement mon thé, laissant les mots s'installer. Quand? Ce samedi soir. Traiteur, musique. Ils attendent. 40 personnes. J'ai visualisé le service à thé en argent. Maintenant, en sécurité dans le placard de mon appartement. La photo encadrée de Daniel, appuyée contre la lampe. Ma maison, notre maison, transformée en scène pour qu'il puisse se pavaner. Après avoir raccroché, j'ai composé le numéro de Maître Dubois. Ils organisent la fête. Ai-je dit sans préambule. Je pense que c'est le jour J. Il n'a pas eu besoin que je m'explique davantage. Le jour pour présenter Julia comme l'acheteuse. Oui, mais je ne veux pas de scène. Vous n'en ferez pas, a-t-il répondu calmement. Vous arriverez simplement avec la propriétaire, légitime à vos côtés, et laisserez la vérité parler d'elle-même. Nous nous sommes rencontrés cet après-midi-là dans son étude. Julia était déjà là, son expression un mélange d'anticipation et de retenue. Elle portait une simple robe bleu marine, les cheveux attachés, mais il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, stable, sans excuse, qui me donnait l'impression d'être plus grande, juste en étant à côté d'elle. Outre Dubois a étalé les documents sur la table. Voici comment cela va se passer. Hélène, vous arrivez avec Julia, juste au moment où la fête bat son plein. Julia sera là en tant qu'acheteuse potentielle, qui est techniquement toujours vrai jusqu'à ce que la vente soit enregistrée. Vous tiendrez les derniers papiers, scellés dans cette enveloppe. Il a tapoté l'enveloppe avec 2 doigts. S'il vous confronte, vous restez calme. Pas de voix élevée. Julia dira simplement qu'elle est là pour voir la propriété avant de finaliser l'achat. La présence d'invités maintiendra les choses civilisées, du moins en surface. J'ai imaginé le visage de Marc, la lueur de confusion, avant que la réalisation ne s'installe. Et après la fête? Après la fête, a dit Maître Dubois, nous enverrons l'acte de vente enregistré dans leur boîte aux lettres. Pas de confrontation, juste les faits. Julia m'a jeté un quai. Oups d'œil. J'amènerai aussi mon ami agent immobilier. Elle pourra se promener, prendre des photos, poser des questions. Cela montrera clairement que ce n'est pas une visite fortuite. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Vous avez déjà fait ça. Pas exactement ça, a-t-elle admis. Mais j'ai appris que parfois, l'entrée la plus silencieuse fait la déclaration la plus forte. Nous avons fixé l'heure à la minute près, arrivant 20 minutes après le début officiel, quand la pièce serait assez pleine pour que notre présence soit remarquée, mais pas encore assez bruyante pour la noyer. Maître Dubois a insisté sur un dernier détail. Hélène, apportez quelque chose à vous, quelque chose qui a toujours eu sa place dans cette maison. Placez-le quelque part de visible avant de partir. Cela servira de signature. J'ai su instantanément ce que ce serait. La théière en argent du service de Daniel. Je la placerai sur la table de la salle à manger, polie jusqu'à ce qu'elle capte chaque lumière de la pièce. Le reste de la semaine s'est écoulé en une lente préparation. J'ai repassé ma robe, d'un vert émeraude profond, dont Daniel disait qu'il rendait mes yeux vivants. J'ai poli la théière jusqu'à ce que mon reflet me fixe. J'ai même acheté une nouvelle paire de talons bas, non par vanité, mais parce que je voulais entrer sans la moindre trace d'hésitation. Le vendredi soir, Julia a appelé. « Êtes-vous prête? » « Autant que je peux l'être. Nous nous retrouverons chez Maître Dubois à 18h30, a-t-elle dit. Il nous conduira ensemble, terrain neutre avant d'entrer. Cette nuit-là,
Je ne suis pas restée éveillée, à compter les fissures au plafond. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le moment où je franchirais à nouveau le seuil de ma propre porte. Pas comme une intruse, pas comme quelqu'un à mettre de ses ôté, mais comme la femme qui détenait toujours la clé. Je pouvais presque voir le visage de Marc, la façon dont la couleur s'en irait quand il réaliserait que la fête n'était plus pour lui. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je n'étais pas nerveuse. J'étais stable. Le genre de stabilité qui vient quand on sait que la vérité est enfin sur le point d'entrer dans la pièce. Le temps que Maître Dubois gare la voiture à 2 maisons de là, la rue était déjà bordée de véhicules. Une lumière chaude s'échappait des fenêtres de ma maison, peignant l'allée d'or. De l'extérieur, je pouvais entendre le faible bourdonnement des conversations, ponctué d'éclats de rire polis. Je suis restée assise un instant, ma main posée sur la théière en argent poli sur mes genoux. Julia était assise à côté de moi, calme comme toujours. Son manteau bleu marine, soigneusement boutonné, un dé aussi glissé sous son bras. Maître Dubois s'est légèrement tourné sur le siège du conducteur. « N'oubliez pas, a-t-il dit, doucement, vous n'êtes pas ici pour vous battre, vous êtes ici pour arriver. » J'ai hoché la tête. Je suis prête pour ça depuis le moment où ils m'ont dit de partir. Nous sommes sortis, dans l'air frais du soir. La faible odeur de fumée de bois d'une cheminée voisine se mêlait à quelque chose de plus riche. Ail, beurre, viande rôtie. Le genre d'odeur que Daniel parvenait à faire sortir de notre cuisine lors des grandes occasions. Mon estomac s'est noué, non de faim, mais de familiarité. Nous avons remonté l'allée ensemble. Julia à ma droite, Maître Dubois à ma gauche. À travers la fenêtre de devant, j'ai aperçu le salon. Marc serrant la main de quelqu'un, Léa riant un peu trop fort. Et au-delà, des étrangers. Des hommes en costume impeccable, des femmes en robe haussée, couleur de pierres précieuses, se mêlant dans des espaces où je plaçais autrefois des vases de roses fraîches. Maître Dubois a sonné, bien que la porte soit légèrement entr'ouverte. Le carillon a résonné dans la maison, et après un moment, Léa est apparue. Son sourire s'est figé quand elle m'a vue. « Maman », a-t-elle dit, son ton pris quelque part entre la surprise et l'irritation. Ses yeux se sont tournés vers Julia, puis vers Maître Dubois. « Je ne savais pas que vous étiez invité. Je ne le suis pas, » ai-je répondu calmement. Mais Julia ici avait rendez-vous pour voir la propriété, et j'ai pensé que je l'accompagnerais. Julia a tendu la main, son sourire poli, presque chaleureux. « Charmante maison, » a-t-elle dit. Léa n'a pas pris sa main. Nous sommes au milieu d'un événement familial. « C'est donc le moment parfait, » a dit Julia doucement. « J'aime voir une maison quand elle est vivante. » Avant que Léa ne puisse répondre, Marc est apparu derrière elle. Son expression est passée de l'hôte décontracté à la pierre en un instant. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé. Maître Dubois a parlé avant que je ne le puisse. Juste une visite. Programmée, Marc. Rien de dérangeant. Julia envisage de faire de cet endroit sa maison. Une légère ondulation a traversé l'air derrière eux, alors que quelques invités se sont tournés pour nous regarder. Léa s'est écartée à contre-cœur, et nous sommes entrés. L'odeur de la nourriture m'a enveloppée. Agneau rôti, romarin, pain frais. Le cliquetis des verres et la musique douce de la chaîne hi-fi se fondaient en une brume. Mais mes yeux s'arrêtaient sur des détails. Le tapis que Daniel et moi avions choisi dans un marché à Santa Fe maintenant, écrasé sous des chaussures inconnues. Les photos encadrées des beaux-parents de Marc sur la cheminée où se trouvait Hôte. Refois nos photos de famille. Julia se déplaçait dans l'espace avec une aisance étudiée,
regardant les plafonds, s'arrêtant pour admirer les moulures. Maître Dubois suivait le rythme, un presse-papier à la main, posant le genre de questions qui faisaient chuchoter les invités. Quel âge a le toit? Les appareils électroménagers sont-ils inclus dans la vente? J'ai porté la théière dans la salle à manger, où une longue table était dressée avec de la porcelaine, ma porcelaine, et des plats de nourriture. J'ai posé la théière en plein centre, laissant l'argent capter la lumière du lustre. Personne n'a dit un mot, mais j'ai vu une femme de l'autre côté de la table se pencher vers son compagnon et murmurer quelque chose. Marc nous a suivis dans la pièce. C'est inapproprié, a-t-il dit, sa voix basse mais tendue. Julia s'est tournée vers lui, son ton toujours poli. « Je suis désolée que vous le honniez comme ça, mais la propriétaire actuelle m'a assuré que ce soir serait parfait pour une visite. » La propriétaire actuelle? Ses yeux se sont tournés vers moi. J'ai soutenu son regard. Oui, la propriétaire actuelle. Le silence qui a suivi n'était pas bruyant, mais il était profond. Il s'est abattu sur la pièce comme une ombre. Et bien que la musique joue toujours, l'atmosphère avait changé. Le visage de Marc s'est vidé de sa couleur, comme si on venait de lui retirer le sol sous les pieds. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Le regard de Léa oscillait entre nous trois, moi, Julia, Maître Dubois, comme si elle essayait de résoudre une énigme dont elle craignait déjà la réponse. « Que veux-tu dire par propriétaire actuel ?» a finalement demandé Marc, sa voix cassante. J'ai sorti de mon sac le dossier que Maître Dubois avait préparé. Mes doigts ne tremblaient pas. Il était stable d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai fait glisser les documents sur le bois poli de la table de la salle à manger. « Cette maison, » ai-je dit, ma voix portant assez clairement pour que les invités, les plus proches l'entendent, n'est plus à votre disposition comme bon vous semble. La vente a été conclue ce matin. Julia, ici présente, est la nouvelle propriétaire. Les mots semblaient suspendus dans l'air. Les conversations dans les pièces attenantes ont ralenti, puis se sont tues. Un homme près du buffet a bougé, mal à l'aise, posant son verre avec un léger tintement. Léa a laissé échapper un rire court et sec, trop fort, trop rapide. « Tu ne peux pas simplement la vendre. Tu vivais ici en tant qu'invitée, maman. Cette maison appartient à Marc. » Le ton de Julia était doux mais ferme. En fait, l'acte de propriété était uniquement au nom d'Hélène. Je l'ai vérifié auprès du service du cadastre avant de faire mon offre. La mâchoire de Marc s'est contractée. « Pourquoi ferais-tu... » Il s'est interrompu, ses yeux se plissant. « C'est une vengeance, n'est-ce pas ?» J'ai soutenu son regard sans ciller. « Non, Marc, c'est une question de limite. Vous avez clairement indiqué qu'il n'y avait pas de place pour moi ici. Je vous ai pris au mot. » Derrière lui, la mère de Léa s'était approchée, la curiosité évidente sur son visage. D'autres ont suivi, l'odeur de romarin et d'agneau rôti se mêlant maintenant à quelque chose de plus âcre. La tension. Maître Dubois s'est avancé. Calme, comme toujours. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux, conformément à l'accord. Hélène récupérera ses effets personnels pendant cette période. Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un calendrier qui vous arrange. La voix de Marc s'est élevée, perdant sa retenue en terre. Hier, tu penses que tu peux nous humilier devant nos amis dans notre propre maison? J'ai laissé le silence s'étirer un instant avant de répondre. Ceci a cessé d'être ma maison le moment où tu m'as dit de partir, pour que tes parents puissent te la voir. Tu en as fait un endroit où je n'étais pas la bienvenue. J'ai juste officialisé les choses. Julia a posé une main sur le dossier d'une chaise de salle à manger.
imperturbable face au regard. « Je vais faire quelques changements une fois que j'aurai emménagé », a-t-elle dit d'un ton de conversation. « Mais je prévois de garder la roseraie. Hélène m'a dit que son défunt mari l'avait plantée. C'est l'âme de la propriété. » C'est à ce moment-là que le sang-froid de Léa a cédé. « Tu vas la laisser quoi? Débarquer ici avec une étrangère et tout nous enlever ?» a-t-elle demandé, sa voix assez aiguë pour attirer plus de regards. Marc n'a pas répondu. Son visage était toujours pâle, sa respiration superficielle. Il ressemblait à un homme faisant des calculs mentaux et réalisant qu'il s'était lourdement trompé. J'ai pris la théière en argent sur la table et je l'ai tenue légèrement dans mes deux mains. Ceci, ai-je dit doucement, était le dernier cadeau que Daniel m'a fait avant de mourir. Je l'emporte avec moi ce soir. Le reste, je viendrai le chercher plus tard. La pièce a semblé expirer d'un coup. Certains, incrédules, d'autres mal à l'aise, quelques-uns dans un sentiment qui ressemblait presque à de l'admiration. Le père de Léa s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous les laisser finir leur soirée, a-t-il dit, mais son ton manquait de conviction. Je me suis tournée vers la porte, Julia et Maître Dubois se mettant au pas à côté de moi. En traversant le couloir, mon regard a été attiré par l'endroit vide, sur le mur où se trouvait Autre. Fois notre photo de mariage. À sa place, il y avait une reproduction de paysages génériques, jolis mais sans âme. Quand nous sommes sortis, l'air de la nuit semblait plus frais, plus pur. J'ai entendu le bruit sourd de la porte se fermant derrière nous, scellant la tempête qui se préparait à l'intérieur. Dans le silence, Julia m'a jeté un regard. « Vous avez géré ça avec grâce. » J'ai pris une lente inspiration. Je ne suis pas venue pour me battre. Je suis venue pour récupérer ce qui m'appartenait. Maître Dubois a déverrouillé la voiture, mais avant de monter, je me suis retournée pour un dernier regard sur la maison. De cette distance, elle avait l'air presque paisible, baignée de lumière dorée. Mais je savais mieux. Il ne s'agit pas des murs ou des meubles, ai-je murmuré. Il s'agit de qui décide que vous avez votre place. Et ce soir, j'ai décidé cela pour moi-même. Evelyne attendait de l'autre, 3 côtés de la rue, nonchalamment appuyée contre sa voiture, comme elle le faisait toujours quand elle ne voulait pas être remarquée tout de suite. Son écharpe flottait au vent, un éclair de rouge profond sur la nuit pâle. J'ai traversé lentement, vers elle, le bruit de mes chaussures claquant sur le pavé. Elle n'a pas parlé jusqu'à ce que je sois assez proche pour qu'elle puisse étudier mon visage. « Alors ?» a-t-elle demandé, la voix basse, comme si nous étions encore à l'intérieur de cette maison. « C'est fait, » dis-je. Mes mains étaient vides maintenant. La théière en argent était en sécurité dans le coffre de Julia, mais je me sentais plus légère, comme si j'avais déposé bien plus que du métal et de la porcelaine. Evelyne m'a ouvert la portière passager. Je me suis glissée à l'intérieur, l'odeur familière de ces sachets de lavande m'enveloppant. Le chauffage bourdonnait doucement. Une châle hurle douce contre mes jambes. Pendant qu'elle conduisait, les lumières du quartier défilaient. Des fenêtres allumées pour la fête, des silhouettes se déplaçant à l'intérieur. Quelques rues plus loin, la musique s'est estompée pour ne devenir qu'un souvenir. Elle m'a jeté un regard. « Tu n'as pas l'air triomphante. »« Je ne le suis pas, » admis-je. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de mettre fin à quelque chose. Elle n'a pas répondu tout de suite et j'en étais reconnaissante. Le silence, à ce moment-là, semblait être la seule langue que je pouvais parler. J'ai pensé à l'expression de Marc, pâle, acculé, incertain pour une fois. Mais il n'y avait aucune satisfaction dans cette image. J'avais vécu trop d'années à mesurer ma valeur à l'aune du malaise de quelqu'un d'autre.
Ce soir, il ne s'agissait pas de les punir. Il s'agissait de ne plus les laisser décider de la forme de mes journées. Le clignotant d'Evelyne a cliqueté doucement alors que nous attendions à un feu. « Alors, et maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai appuyé ma tête contre le siège. Maintenant, j'arrête d'attendre que les gens me fassent de la place. Je commence à construire quelque chose où je n'ai pas à demander. Son sourire était petit mais sincère. « Tu as toujours eu ça en toi. Il a juste fallu la bonne poussée. » Nous sommes passés devant un coin où se trouvait autrefois le fleuriste, celui que Daniel et moi visitions chaque printemps. Dans la vitrine se trouvait maintenant une enseigne au néon pour un magasin de réparation de téléphones portables. J'ai senti la douleur familière du changement, la façon dont il efface sans demander la permission. Je pensais que cette maison était le dernier morceau de nous qu'il me restait, dis-je, doucement. Il s'avère que ce n'étaient pas les murs auxquels je m'accrocha. C'était le jardin. Et le jardin va avec Julia. Elle le gardera en vie. Et tu en planteras de nouveau, a dit Evelyne. Les pneus de la voiture chuchotaient sur l'asphalte. Ma poitrine était plus calme, ma respiration plus profonde. J'ai réalisé alors que la peur que j'avais portée pendant des mois, la peur de perdre ce qui m'appartenait, avait été remplacée par quelque chose de plus stable. Pas de la joie, exactement, mais de l'espace. De l'espace pour penser, de l'espace pour rêver à nouveau. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, Evelyne ne s'est pas précipitée pour dire au revoir. Elle a coupé le moteur et est restée assise avec moi dans le bourdonnement silencieux de la voiture qui refroidissait. « Tu aurais pu déménager discrètement, a-t-elle dit finalement. Tu aurais pu simplement prendre tes affaires et partir. Mais tu y es retourné. » Je l'ai regardé, ma main sur la poignée, entrée de la porte. Parce que j'avais besoin de voir leur visage quand ils réaliseraient que je n'étais pas la femme qu'ils pensaient que j'étais. Ses yeux se sont adoucis. « Et qui es-tu maintenant ?» J'y ai réfléchi un instant, sentant le poids de la question. Quelqu'un qui connaît la différence entre partir parce qu'on n'est pas désiré et partir parce qu'on choisit de le faire. Je suis sortie dans l'air, nocturne, le froid me mordant les joues. Evelyne a attendu que je sois à la porte avant de s'éloigner. Ses feux arrière rougeoyants avant de disparaître au coin de la rue. À l'intérieur, l'appartement était tel que je l'avais laissé. Calme, un peu dépouillé, mais le mien. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait le petit rosier en pot qu'Evelyne m'avait donné le mois dernier, ses pétales s'accrochant encore à la vie malgré le froid de l'hiver. J'ai posé la théière, un argent à côté. Pendant un moment, les deux objets, l'un de mon passé, l'autre de mon présent, ont semblé tenir une conversation dans le silence. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais revenue à moi-même, à la version de moi qui ne mesurait pas sa valeur en mètres carrés ou en approbation familiale. Et en faisant bouillir de l'eau pour le thé, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement quitté une fête ce soir. J'avais laissé le besoin de leur acceptation à la porte de cette maison. L'océan fut la première chose que je vis en ouvrant les yeux. Un mince ruban de lumière pâle chatoyait sur l'eau. Les vagues déferlaient, régulières et sûres, comme si elles m'avaient attendu depuis toujours. L'appartement était plus petit que la maison, mais l'air ici avait un goût différent, salé, vivant. De mon balcon, je pouvais voir quelques promeneurs, matinaux sur le sable, leurs chiens courant devant, les mouettes quecres, riant au-dessus de leur tête. J'avais emménagé il y a 2 jours, l'encre séchant encore sur la compte de Julia. La plupart de mes affaires tenaient dans une poignée de carton. Je n'ai pas apporté les meubles lourds ni les pièces ornées que Marc et Léa admiraient autrefois. Juste l'essentiel et les objets qui me ressemblaient.
La théière en argent était posée sur l'étagère de la cuisine, à côté d'une rangée de tasses dépareillées. En dessous, sur le comptoir, le petit rosier s'inclinait vers le soleil du matin. J'ai préparé du thé, laissant la vapeur m'envelopper le visage. Le sol sous mes pieds était frais, du genre qui se réchaufferait au fil de la journée. L'argent n'était plus le problème maintenant. L'avance de Julia me donnait plus qu'assez pour payer cet endroit, couvrir mes factures et avoir un coussin pour la suite. Je pouvais vivre ici tranquillement pendant des années si je le voulais, ou je pouvais voyager, ou prendre ce cours de peinture que je m'étais promis un jour. Et pourtant, alors que je me tenais là avec mon thé, je sentais une vieille question tourner en rond. Devrais-je le dire à Léa? Pas à propos de la vente. Marc le lui avait sûrement déjà dit. Mais à propos des intentions de Julia, des 30 jours qu'ils avaient, avant que le nouvel acte de propriété ne prenne effet. Ce n'était plus ma responsabilité, ni légalement, ni autrement. Mais une partie de moi se demandait si un avertissement serait une gentillesse. Pourtant, qu'est-ce que la gentillesse m'avait coûté auparavant? J'ai porté ma tasse sur le balcon, laissant le vent frais presser contre mes joues. D'ici, la maison était assez loin pour ressembler à un autre chapitre. Un chapitre que j'avais refermé d'une main ferme. Mais le visage de Léa flottait, encore dans mon esprit, rouge, tendu, pris entre l'orgueil et la panique. J'ai pensé aux années où j'avais tendu la gentillesse comme une corde, pour découvrir qu'elle était utilisée, pour me tirer vers le fond. Et j'ai pensé à Daniel, à sa conviction que la patience et la générosité pouvaient guérir n'importe qui avec assez de temps. Il avait parfois eu raison, mais pas toujours. L'eau en dessous captait maintenant la lumière du soleil, scintillant d'or sur les crêtes. J'ai pris une gorgée de thé et j'ai senti la chaleur s'infiltrer en moi. Les mots d'Evelyne lors du retour en voiture me sont revenus à l'esprit. Tu es parti parce que tu as choisi de le faire. Oui, c'était ça la différence. Cet endroit, cette vie, était mon choix. Et les choix s'accompagnaient de limites. J'ai posé la tasse et je suis rentrée. En prenant mon téléphone sur le comptoir, mon pouce a survolé le numéro de Léa, les chiffres familiers se brouillant légèrement dans ma vision. J'ai imaginé l'appel, sa voix d'abord vive, puis méfiante. Je l'ai imaginé me demandant pourquoi je ne lui avais pas dit plus tôt, pourquoi je ne lui avais pas donné une chance de réparer les choses. Je me suis imaginé expliquant que ce n'était pas une punition, que je ne voulais tout simplement pas être dans une maison où je devais mériter ma bienvenue. J'ai reposé le téléphone. Parfois, la chose la plus généreuse que l'on puisse faire pour quelqu'un est de le laisser affronter la vérité sans amortir le choc. Parfois, les avertir leur vole la leçon qu'ils ont besoin d'apprendre. Les mouettes criaient plus fort maintenant, un son à la fois plaintif et libre. J'ai ouvert plus grand la porte du balcon, laissant la brise marine remplir la pièce. Il y avait encore des cartons à déballer, des tableaux à accrocher, une vie à organiser. Mais pour la première fois, depuis des mois, je n'avais pas l'impression de vivre en sursis. Le jardin de l'ancienne maison continuerait sans moi. Julia s'en occuperait. Les roses fleuriraient en leur saison. Et ici, peut-être que je planterais des herbes sur le balcon, quelques pots de lavande pour parfumer les soirées. J'ai fini mon thé, rincé la tasse et l'ai laissé sécher. Le téléphone est resté sur le comptoir, l'écran sombre, le numéro non composé. Du balcon, l'horizon s'étendait, large et ouvert. Le genre d'horizon qui ne se soucie pas d'où vous venez, seulement d'où vous voulez aller. Les jours commencèrent à trouver leur propre rythme. Une mélodie douce et personnelle que je composais heure après heure. Fini le réveil au son de pas qui n'étaient pas les miens.
fini d'attendre pour savoir qui frapperait à la porte de ma chambre, ou si je serais la bienvenue dans ma propre cuisine. Ici, dans mon appartement, baigné de lumière marine. C'était moi qui décidais quand me lever, quand parler et quand simplement être. Le premier, lundi de ma nouvelle vie, je suis entrée dans un petit atelier de poterie, à 3 rues de l'océan. L'endroit sentait légèrement l'argile et les fours chauds, l'air vibrant d'une concentration silencieuse. L'instructrice, une femme aux cheveux couleur de neige et au rire, cristallin, m'a tendu une motte de terre et a dit « Laissez-la vous dire ce qu'elle veut devenir ». Mes mains, d'abord raides et hésitantes, ont trouvé un mouvement régulier tandis que le tour tournait. L'argile montait et descendait sous mon toucher, douce mais forte, comme la vie elle-même, ai-je pensé. C'était un dialogue sans mots, une reconstruction silencieuse de ma propre capacité à façonner mon environnement. Les mercredis, je rejoignais le club de lecture de la bibliothèque municipale. Nous nous réunissions dans un coin ensoleillé, nos chaises en cercle, des tasses de thé et de café en équilibre sur nos genoux. Le groupe était un patchwork de vie, une enseignante à la retraite, un veuf qui avait été capitaine de navire, une jeune mère essayant de se retrouver à travers la lecture. Je me suis surprise à prendre la parole plus que je ne l'aurais cru. Ma voix certaine d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Je ne parlais pas pour plaire ou pour me justifier, mais simplement pour partager une pensée, une émotion suscitée par un passage. Chaque mot était à moi. Les soirées étaient mes moments préférés. Je posais la théière en argent sur la cuisinière, sa surface captant la dernière lumière du jour, et j'écoutais le doux sifflement de l'eau qui chauffait. Le premier service était toujours pour moi. Parfois, je prenais ma tasse sur le balcon, la vapeur s'enroule en vœux, heurse le haut dans l'air salin. La mer changeait de couleur avec l'heure, bleu pâle, puis indigo, puis noir, strié d'argent. C'était un spectacle constant et apaisant, un rappel que même dans l'obscurité, il y a de la beauté. Le tus rosier prospérait ici aussi. Je l'avais déplacé sur la rambarde du balcon, où il recevait à la fois le soleil et la brise. Chaque nouvelle fleur me semblait être un message silencieux. Tu as le droit de continuer à grandir. C'était une petite victoire, un symbole de vie qui s'épanouissait sous mes soins, loin du jardin que j'avais cru être mon seul héritage. Un jeudi, j'ai apporté la théière à l'atelier de poterie. Nous avions fini le cours plus tôt et l'instructrice avait invité tout le monde à partager un thé avant de partir. J'ai versé pour chaque personne le métal chaud dans mes mains. Il ne connaissait pas son histoire. Il n'en avait pas besoin. Théo, hence leur sourire. J'ai senti quelque chose qui m'avait manqué. L'appartenance sans condition. La théière n'était plus un artefact d'une vie passée, mais un instrument de connexion dans ma vie présente. Les semaines se sont transformées en mois. Chaque journée était cousue de petits actes qui ressemblaient à la reconquête de morceaux de moi-même. J'ai appris à façonner un bol qui pouvait contenir plus que de la soupe. Il pouvait contenir un souvenir. J'ai appris quelle chaise sur le balcon captait l'angle, parfait du soleil couchant. J'ai appris que je pouvais me réveiller au milieu de la nuit et ne pas sentir le tranchant de la solitude, seulement l'espace doux de l'isolement. Le téléphone a sonné quelquefois au cours de ces premières semaines. Je ne répondais pas toujours. Quand je le faisais, les conversations étaient courtes, polies. La voix de Marc était mesurée. Celle de Léa est qu'inexistante. Je ne posais pas de questions sur la maison et il ne posait pas de questions sur moi. Un soir, Evelyne m'a rejointe pour le thé. Elle s'est assise sur la chaise du balcon en face de la mienne, son écharpe flottant au vent. Nous n'avons pas beaucoup parlé, nous contentant d'écouter les vagues. Avant de partir,
Elle a touché la théière et a dit « Tu l'as faite tienne à nouveau ». J'ai souri. Elle avait raison. La théière ne me semblait plus être quelque chose que j'avais sauvé. Elle me semblait être quelque chose qui m'avait sauvé. Le club de lecture a choisi un nouveau roman sur les secondes chances. Et, dans ces pages, j'ai trouvé mon propre reflet. L'atelier de poterie m'a demandé si je voulais vendre quelques-uns de mes bols au marché d'été. J'ai dit oui, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je voulais voir mon travail entre les mains d'étrangers qui pourraient y trouver du réconfort. Chaque soir, alors que la théière en argent sifflait, je sentais la même vérité s'installer en moi. La liberté n'arrive pas toujours en fanfare. Parfois, elle vient tranquillement, comme la vapeur qui s'échappe d'une tasse, comme une fleur qui s'ouvre à la lumière du matin. Et j'ai réalisé que je ne vivais pas seulement seule. Je vivais. L'appel est arrivé juste après l'aube. J'étais sur le balcon, berçant ma première tasse de thé, regardant l'horizon passer du gris, alors la vibration du téléphone sur la petite table a rompu le silence. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Léa. Pendant une longue seconde, j'ai envisagé de le laisser sonner, mais quelque chose en moi voulait entendre sa voix, ne serait-ce que pour savoir quelle version d'elle j'allais rencontrer aujourd'hui. J'ai répondu. « Maman », dit-elle, son ton plus léger que je ne m'y attendais, presque pressé. Ça fait un moment. « Oui », ai-je répondu. J'ai laissé le mot planer dans l'air. Il y a eu une pause, le genre de pause qui indique que quelqu'un arrange ses mots avec soin. Puis, nous avons besoin d'aide. C'est à propos de la maison. Nous avons des problèmes avec le crédit immobilier. Et Marc a pensé que peut-être tu pourrais. Je me suis levée, en portant le téléphone à l'intérieur. L'air de mon appartement était chaud, légèrement parfumé par le rosier en fleurs près de la fenêtre. « La maison !» ai-je dit. « Celle que j'ai vendue. » Elle a expiré brusquement. « Oui, mais tu connais la nouvelle propriétaire, n'est-ce pas, Julia? Peut-être que tu pourrais lui parler pour nous. » Lui demandait de nous donner plus de temps. Sa voix avait cette vieille nuance, cette supposition que je faisais toujours partie de leur filet de sécurité. La croyance tacite que j'interviendrais, peu importe de comment il m'avait piétiné auparavant. J'ai posé ma tasse de thé, le bord argenté captant la lumière du matin. « Léa », ai-je dit doucement, « ce n'est plus ma maison, et ce n'est pas à moi de négocier pour vous. » Elle est restée silencieuse, puis avec une pointe d'agacement. « Alors tu vas juste nous laisser nous débrouiller seuls après. Tout ?» Je me suis appuyée contre le comptoir, mes doigts effleurant la poignée froide de la théière. « Oui, » ai-je dit, « parce que c'est votre vie à gérer, pas la mienne. » Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout du fil, comme si elle était sur le point de protester. Mais j'ai parlé la première. « J'espère, » lui ai-je dit, « que toi et Marc trouverez un endroit qui vous ressemble vraiment. Un foyer que vous mériterez et garderez parce qu'il compte pour vous. » Le silence qui a suivi a été assez long pour que j'entende le faible cri des mouettes au loin. Puis elle a dit presque pour elle-même. « C'est froid. »« Peut-être, » ai-je répondu doucement. « Ou peut-être que c'est chaleureux d'une manière que tu comprendras plus tard. » Elle n'a pas répondu. La ligne est devenue silencieuse, puis s'est déconnectée. Je suis restée là un moment, le téléphone toujours à la main. La lumière du matin se déversant maintenant sur le parquet. Mon cœur ne s'emballait pas. Il n'y avait aucune satisfaction à lui refuser mon aide, seulement une certitude calme d'avoir dit la vérité. De retour sur le balcon, j'ai levé ma tasse. La mer était plus brillante maintenant, agitée mais magnifique. J'ai pensé aux années
où j'avais confondu amour et sauvetage et sacrifice. J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait dit que la famille signifiait donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est peut-être le débat que les gens auront s'ils entendent un jour ma version de l'histoire. Certains diront que j'aurais dû aider, que les liens du sang sont une raison suffisante. D'autres comprendront que l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'érosion. J'ai touché la poignée courbée de la théière, chaude sous ma paume. Puissent-ils trouver leur foyer, ai-je murmuré, et puissais-je garder le mien? Quelque part au loin, une corne de brume a retenti profonde et régulière. J'ai imaginé Léa entendant mes mots résonner dans sa tête. Pas aujourd'hui, peut-être pas cette année. Mais un jour, quand l'idée d'un foyer signifiera plus que des murs et un crédit. Pour l'instant, la seule chose que j'avais besoin de faire était de verser le reste de mon thé et de vivre la journée qui s'offrait à moi. C'était la fin de l'après-midi quand Evelyne a frappé. J'ai ouvert la porte pour la trouver là, un bouquet de roses dans les bras. Pas des roses de fleuriste, celles, et si venaient du jardin, mon jardin. Leurs tiges étaient encore parsemées de feuilles, certains pétales enroulés par le soleil, d'autres commençant tout juste à s'ouvrir. Le parfum m'a atteinte avant sa voix. J'ai pensé que celle-ci te plairait, a-t-elle dit. Ses yeux étaient chaleureux. Mais il y avait autre chose, une reconnaissance silencieuse de ce qui avait été pris et de ce que j'avais choisi de récupérer. Je me suis écartée, la laissant entrer. Elle a posé délicatement les roses sur le comptoir de la cuisine, à côté de la théière en argent qui m'avait accompagnée à travers chaque déménagement, chaque saison. Elles viennent du coin du fond, a-t-elle expliqué, près du vieux mur de pierre. Je me souvenais que tu avais dit que c'étaient les préférés de Daniel. J'ai effleuré les pétales du bout des doigts. Ils étaient de la nuance exacte qu'il avait aimé. Un rose blush sur les bas, orze, s'intensifiant en un cramoisi au cœur. Un instant, je l'ai revu, agenouillé dans la terre, le soleil sur sa nuque, ses mains stables, même dans le vent. Nous avons préparé du thé, comme nous le faisions toujours quand le monde semblait trop âpre. J'ai versé l'eau lentement, écoutant le doux sifflement au contact des feuilles. Le parfum s'est mêlé à celui des roses, remplissant la pièce de quelque chose qui ressemblait à la fois au passé et au présent. Evelyne s'est assise en face de moi, les mains enroulées autour de sa tasse. Nous n'avons pas parlé de la fête, ni de la maison, ni de l'appel de Léa. Certaines choses n'ont pas besoin d'être revisitées. Elles ont déjà fait leur travail. À la place, nous avons parlé de la mer, de la façon dont la lumière change en hiver, transformant l'eau en argent, du cours de poterie que j'avais rejoint et du livre qu'elle venait de finir. Des choses. Est-ce simple, le genre de choses qui construisent une journée sans effacer les années qui l'ont précédée. Après son départ, je me suis retrouvée de nouveau seule avec les roses. J'ai taillé leurs tiges et les ai placées dans un grand vase en verre. Puis j'ai posé le vase sur la petite table près de la porte du balcon, là où le soleil pourrait les atteindre le matin. À côté, j'ai placé la théière en argent. Les deux objets captaient la lumière de différentes manières, l'un vivant et respirant, l'autre constant et immuable. Je suis restée là un long moment, laissant le calme s'installer dans mes os. Les voix de la semaine passée, l'indignation de Marc, la demi-supplique de Léa, les chuchotements à la fête se sont estompés en myotosion, quelque chose de lointain, comme une marée qui se retire. Ce n'était pas une déclaration de victoire. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus stable. Le jeu, une heure de vérité qu'on n'a pas besoin de défendre. Au loin, la mer bougeait sous le soleil couchant, sa surface
ondulant d'or. Une mouette est passée au-dessus, son ombre glissant sur le sol du balcon. J'ai versé une dernière tasse de thé, la vapeur s'enroulant vers le haut, portant l'odeur des feuilles et quelque chose de plus doux. Peut-être les roses, peut-être juste la paix de savoir que la journée m'appartenait. J'ai emporté la tasse sur le balcon. Je me suis assise et j'ai laissé la lumière décliner. Quelque part en ville, Léa rejouait peut-être encore mes paroles. Quelque part dans cette maison, Julia organisait peut-être sa propre vie entre les murs que j'avais autrefois appelé mon foyer. Et ici, dans ce petit appartement au bord de l'eau, j'organisais la mienne. J'ai levé la tasse dans un petit toast privé. À Daniel, au jardin, aux années derrière moi, et aux années qui attendent. Eux encore puissent-ils trouver leur foyer, et puissé-je garder le mien.